Et si la révolution financière surgissait du lieu le plus inattendu? Imaginez un instant le Burkina Faso, ce pays enclavé du Sahel, souvent décrit par les médias occidentaux comme un territoire condamné par l'insécurité chronique, la pauvreté persistante et l'absence d'accès à la mer. Pendant des décennies, les rapports d'experts et les éditoriaux le rangeaient dans la catégorie des causes perdues, où chaque année semblait n'apporter que plus de difficultés. Mais en 2024, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a bouleversé tous les pronostics et fait trembler les salles feutrées des banques centrales occidentales. Au lieu de sombrer sous le poids de la dette et des sanctions, le Burkina Faso a surpris le monde entier en remboursant près de 5 milliards de dollars de dette intérieure. 5 milliards. Aucun soutien du Fonds monétaire international, aucune perfusion de l'Union européenne, aucun prêt à taux usurier venu de Paris ou de Washington. La prouesse ne repose que sur la mobilisation acharnée de ses propres forces, la sueur de son peuple, la discipline de ses dirigeants et la résilience d'une société habituée à lutter pour chaque acquis. Ce paiement n'est pas qu'une opération comptable. C'est un séisme qui ébranle les certitudes des institutions financières occidentales. Depuis des décennies, la croyance dominante voulait que l'Afrique soit condamnée à vivre sous la tutelle, la supervision et l'arbitrage permanent des grandes puissances. On disait que sans leur programme d'ajustement structurel, sans leur plan Marshall et leur expertise, le continent ne pouvait que régresser. Mais aujourd'hui, ce geste marque la fracture d'une longue chaîne, celle d'une soumission imposée par la dette, une dette qui, parfois, était aussi politique et psychologique qu'économique. Burkina Faso a renversé les prédictions, pulvérisé l'idée que l'Afrique ne pouvait réussir sans la mainmise de l'Occident. Ici, il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de soldes budgétaires. Il s'agit de la capacité de tout un continent à se réapproprier son destin. Échouer, ce serait retomber dans la spirale de la dépendance, celle qui a étranglé tant de rêves d'indépendance depuis les années 60. Réussir, ce serait ouvrir la porte à un nouveau modèle, même sous sanction, même dans l'isolement, même quand le monde vous tourne le dos. Mais comment ce miracle a-t-il été possible, à rebours de toutes les logiques établies? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir sur les choix radicaux opérés dès le début de l'année. Mais chaque décision portait un risque immense, et la tension montait à chaque étape, comme lors d'une partie d'échecs, où la moindre erreur peut coûter tout ce qui a été construit. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle perçue comme une enfant incapable de se tenir debout seule? Pourquoi, année après année, l'imaginaire collectif la présente-t-il comme éternellement dépendante, ligotée à la main bienveillante ou menaçante de l'Occident? À chaque crise, alimentaire, sanitaire, climatique, ce mythe ressurgit. Sans aide extérieure, l'Afrique serait vouée à l'échec. On se souvient de la famine éthiopienne des années 80, de la crise Ebola en 2014, du chaos au Zimbabwe après la réforme agraire. Trop souvent, l'histoire n'a retenu que les images de détresse, jamais les efforts de résistance ou d'innovation. Pourtant, derrière la façade, la réalité est plus brutale. Cette dépendance n'est pas un accident, mais un lien habilement entretenu. La dette envers les institutions occidentales n'est pas qu'un chiffre abstrait. C'est une laisse invisible qui se resserre à la moindre dissidence. Quand un pays africain signe avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, il ne reçoit pas que de l'argent. Il doit accepter des conditions qui modèlent ses lois, son économie et parfois même le quotidien de ses citoyens. Dans les années 90, le Mali et le Sénégal ont dû vendre leurs compagnies d'électricité ou d'eau pour obtenir de nouveaux crédits, sacrifiant parfois l'accès de la population aux services essentiels. Au Burkina Faso, ce piège a claqué soudainement après la prise de pouvoir en 2022. Les sanctions sont tombées d'un bloc. Aides gelées, financements coupés, menaces économiques immédiates. En quelques jours, le fragile édifice de survie bâti sur la dépendance a vacillé. L'école, la santé, les salaires des fonctionnaires, tout reposait sur ces flux venus d'ailleurs. Privé de ses ressources, le pays s'est retrouvé au bord de l'asphyxie, misère, chaos, peur du lendemain. Des files d'attente sont apparues devant les banques, les hôpitaux ont manqué de médicaments, les parents ont redouté de ne plus pouvoir nourrir leurs enfants. Cette méthode n'a rien de neuf. Couper les vivres pour forcer la docilité, c'est une vieille recette. On persuade l'Afrique qu'elle ne peut rien bâtir sans tutelle,
et la dette devient un outil de domination économique, politique et culturelle. La souveraineté devient une illusion. Chaque tentative d'indépendance menace d'entraîner des conséquences dramatiques pour la population entière. On se souvient du Ghana des années 80, lorsque Jerry Rawlings fut contraint d'accepter des plans d'austérité drastiques sous peine de voir le pays s'effondrer. Le choix est cruel. Risquer l'étouffement économique pour une souveraineté qui semble hors d'atteinte. Rompre avec ce système, c'est marcher sur un fil au-dessus du vide. Pauvreté, restrictions, sacrifices quotidiens. Mais c'est peut-être aussi l'unique voie vers une nouvelle idée de l'indépendance africaine, celle que rêvait Thomas Sankara lorsqu'il proclamait que « celui qui vous nourrit vous contrôle ». Face à la coupure brutale des aides et aux sanctions, le Burkina Faso n'a pas cédé. Au contraire, il a osé s'engager sur une route inédite, risquée mais résolue. Le pays a refusé de plier, préférant la dignité dans la difficulté à l'humiliation de la soumission. Ce choix rappelle celui du Mozambique au lendemain de l'indépendance, qui dut affronter l'isolement après avoir défié les puissances coloniales, et qui mitait sur la solidarité de son peuple pour reconstruire. Comment ce pays, longtemps perçu comme un symbole de fragilité, a-t-il pu inverser la tendance? Le tournant de 2024 allait surprendre toute l'Afrique, et peut-être offrir un exemple inédit pour d'autres nations en quête de dignité. Et si la véritable force ne venait pas de l'extérieur, mais du cœur même du pays? Cette question a traversé le Burkina Faso comme un choc électrique, renversant les dogmes hérités de plusieurs décennies de dépendance. Face à la tempête, le régime Traoré a tranché. Aucun compromis, aucun appel à la mansuétude occidentale, aucune humiliation négociée pour alléger les sanctions. Le pays a choisi la rupture, tourné le dos à l'assistanat, misé sur ses propres marchés, ses propres bras, sa propre énergie vitale. C'est un peu comme le Japon des années 50, qui, ruiné par la guerre et privé d'accès aux marchés occidentaux, a lancé sa propre révolution industrielle à partir des ressources locales et d'un formidable esprit d'innovation. Le gouvernement a orchestré une mobilisation inédite, puisant dans les ressources nationales comme jamais auparavant. Les obligations n'ont pas été émises à Wall Street ou à Paris, mais soumises aux banques locales, aux entrepreneurs burkinabés, et surtout à chaque citoyen. Derrière chaque souscription, un pari immense. Et si la confiance du peuple valait plus que toutes les aides conditionnées du Nord? On a vu naître des campagnes dans les quartiers, des collectes dans les villages, des concours d'idées pour financer des routes ou des écoles. Même les diasporas, d'habitude si méfiantes, ont envoyé des fonds pour soutenir des projets concrets. Mais la dette contractée auprès de son propre peuple n'est pas un simple chiffre dans une colonne. Elle tisse un pacte direct, presque sacré. L'État doit rendre compte à chaque famille, chaque épargnant. Impossible de tricher. Chaque franc devait être suivi, chaque projet justifié. Le moindre scandale, la plus petite dérive, et tout pouvait s'effondrer. Transparence et rigueur sont devenues vitales. Sans confiance, le futur s'évaporait. Le Ghana, dans les années 2010, a connu une crise similaire lorsque des scandales de corruption ont fait fondre la confiance dans les bons du Trésor. Parmi les leviers de cette audace, l'or du Burkina Faso a pris une nouvelle dimension. Plutôt que de laisser s'évaporer ce trésor vers l'étranger, le pays l'a utilisé comme garantie de ses engagements domestiques. L'or n'était plus simplement exporté, il devenait la pierre angulaire d'une souveraineté retrouvée. Les recettes minières irriguaient la construction de routes, d'hôpitaux, de centrales électriques. Chaque lingot restait ici, symbole d'une promesse tenue envers ceux qui investissaient dans leur propre futur. Ce modèle s'inspire de celui de la Norvège, qui a bâti son fonds souverain sur ses ressources pétrolières au bénéfice de sa population. Ce choix a déclenché un effet domino. Les entrepreneurs, autrefois tentés par l'exil de leurs capitaux, ont commencé à miser sur l'économie locale. Les familles ont cessé de cacher leurs économies à l'étranger, préférant soutenir des projets visibles, tangibles. Peu à peu, la fierté nationale a remplacé la résignation. Le financement local a créé un cercle vertueux. Plus la confiance grandissait, plus l'épargne revenait, plus l'État pouvait bâtir. Des coopératives agricoles ont vu le jour.
Des start-up technologiques se sont lancées grâce à l'épargne collective, des quartiers entiers se sont mobilisés pour réhabiliter des infrastructures. Mais ce pari restait risqué, presque vertigineux. Si la confiance se brisait, si la croissance ne suivait pas, ce n'était pas seulement un gouvernement qui vacillait, mais l'ensemble des économies d'une nation, l'espoir de millions de familles. Le Burkina Faso a misé son destin sur l'intégrité de ses institutions et sur la capacité de son peuple à croire, à nouveau, en lui-même. L'histoire offre de nombreux exemples où la confiance fut le facteur clé, du plan Marshall en Europe à la reconstruction sud-coréenne après la guerre. Ce regain de puissance intérieure n'a pas fait taire les menaces extérieures. Au contraire, il les a ravivées, déplacées, exacerbées. Les puissances régionales, inquiètes, ont tenté de déstabiliser les marchés. Certaines multinationales minières ont cherché à saboter les accords locaux. Les médias internationaux ont multiplié les reportages alarmistes sur la fragilité de l'économie burkinabé, espérant semer le doute dans l'opinion publique. Mais à mesure que grandissait la confiance interne, l'hostilité extérieure se précisait. Les regards du monde, inquiets ou menaçants, se sont braqués sur Ouagadougou. Des analystes à Londres et à New York ont évoqué un précédent dangereux. On se souvenait de la crise argentine de 2001, quand la rupture avec le Fonds monétaire international déclencha une tempête financière mondiale. Sanctionné, isolé, et maintenant? À peine le Burkina Faso fête-t-il sa victoire sur la dette nationale que la tension monte d'un cran. Les sanctions financières n'ayant pas plié le pays, l'Occident change de stratégie. L'isolement politique devient la nouvelle arme. Chaque partenariat extérieur est suspecté, chaque soutien international discrédité. On se souvient comment Cuba, après la Révolution, fut coupé de tous ses partenaires et dut inventer des solutions de survie en pleine guerre froide. Les tentatives de déstabilisation se multiplient. Au discours s'ajoutent des menaces concrètes, incursions à la frontière, rumeurs orchestrées sur la fragilité du régime, interférences dans les alliances régionales. L'objectif caché, empêcher la contagion. Car si le Burkina Faso tient, l'ordre ancien vacille. Les voisins observent, certains rêvent d'imiter l'exemple. On raconte que lors d'un sommet confidentiel, des dirigeants d'Afrique de l'Ouest auraient évoqué la possibilité de créer un fonds commun pour s'émanciper des pressions extérieures. Mais ce triomphe reste précaire. La réussite du modèle burkinabé dérange les puissances établies. Si un pays peut s'extraire du piège de l'endettement occidental, pourquoi pas d'autres? La crainte d'une réaction en chaîne taraude désormais les stratèges des grandes capitales. Chaque progrès de Ouagadougou devient un précédent menaçant. Chaque geste d'indépendance économique, une source d'inquiétude. Au début des années 2000, la même peur avait saisi les institutions financières lorsque l'Islande, frappée par la crise bancaire, refusa de rembourser certains créanciers étrangers, préférant protéger ses citoyens. Pour stopper cet élan, la pression vise désormais les infrastructures vitales, réseaux électriques, carburants, chaînes logistiques. Sabotage, blocage de pièces détachées, campagne de désinformation sur la santé du système bancaire burkinabé. Tous les moyens sont bons pour compliquer la vie quotidienne et miner la confiance populaire. En 2018, le Venezuela a connu des pannes électriques massives qui ont paralysé l'économie, souvent attribuées à des sabotages liés à l'isolement international. La stabilité sociale est également prise pour cible. Des campagnes médiatiques insidieuses sèment le doute. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si demain, la pénurie frappait l'eau, la nourriture ou les soins? La pression extérieure devient psychologique, cherchant à transformer la fierté en inquiétude latente. Des réseaux sociaux inondés de fausses informations, des rumeurs sur l'effondrement prochain des banques, des vidéos anonymes montrant des files d'attente montées de toutes pièces. L'enjeu dépasse de loin les frontières d'un seul pays. Il s'agit du destin d'un modèle. Si le Burkina Faso échoue maintenant, nombreux seront ceux qui crieront à l'illusion de la souveraineté africaine. Mais si la nation tient bon, l'espoir d'une indépendance économique véritable survivra et inspirera d'autres peuples. Comme lors de la décolonisation, où la victoire d'un pays donnait du courage aux autres,
chaque succès burkinabé est scruté, décortiqué, amplifié par les médias africains. C'est pourquoi il ne suffit pas de s'arrêter au miracle financier. La vraie question, c'est la suite. Comment transformer la résistance en renouveau durable? Et quelle stratégie inventer pour protéger cette victoire sous le feu des assauts? Voici quelques pistes concrètes pour aller plus loin. Premièrement, renforcer la transparence budgétaire. Le Burkina Faso doit publier régulièrement ses comptes, expliquer chaque dépense, impliquer la société civile et les médias indépendants dans le contrôle de l'action publique. L'exemple du Botswana, qui a su rendre compte de la gestion de ses revenus miniers, montre que la transparence peut ancrer durablement la confiance populaire. Deuxièmement, diversifier l'économie. Le pays ne doit pas dépendre uniquement de l'or ou du coton. Il faut investir dans l'agriculture, soutenir l'industrie locale, encourager l'innovation technologique et développer des pôles de formation pour la jeunesse. L'histoire du Rwanda, qui a su rebondir après le génocide en misant sur les TIC et le tourisme écologique, montre que la diversification est possible même dans un contexte difficile. Troisièmement, bâtir des alliances avec d'autres pays du Sud. En créant des marchés communs, en partageant des infrastructures ou en mutualisant des fonds souverains, les pays africains peuvent réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. L'Union africaine, la CEDEAO, la zone de libre-échange continentale sont des outils à renforcer pour consolider cette autonomie régionale. Quatrièmement, investir massivement dans l'éducation et la santé. Un peuple éduqué, en bonne santé, est la meilleure garantie de résilience face aux crises. Le Burkina Faso doit s'inspirer des modèles asiatiques, comme la Corée du Sud ou le Vietnam, qui ont mis la formation au cœur de leur stratégie de développement. Cinquièmement, valoriser la diaspora. Les Burkinabés de l'étranger détiennent un pouvoir financier et intellectuel énorme. Il faut créer des incitations pour qu'ils investissent dans des projets locaux, partagent leur expertise et tissent des liens d'affaires solides avec le pays d'origine. L'Inde, par exemple, a su mobiliser sa diaspora pour booster ses exportations de services et de technologies. Mais la route vers la consolidation ne fait que commencer. Derrière chaque victoire, un nouveau défi attend déjà son heure. Le pays devra affronter l'usure du temps, la lassitude de la population, la tentation de la corruption, la pression des lobbies étrangers et la volatilité des marchés mondiaux. Les crises climatiques, les épidémies, les tensions sociales sont autant de tests à venir pour la solidité du modèle burkinabé. La souveraineté ne s'achète pas, elle se conquiert, et son prix est aussi élevé que sa valeur. Pour chaque pas en avant, il faut accepter de perdre certains avantages faciles, de renoncer au soutien conditionné, de faire le pari de l'autonomie à long terme. Chaque citoyen doit devenir un acteur, un gardien, un investisseur dans l'avenir commun. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir dépasse un simple remboursement de dettes. Le pays a montré qu'une nation africaine peut s'émanciper de la tutelle occidentale en misant sur la rigueur et la confiance de son peuple. Cette victoire n'a été possible que grâce à une transparence inédite et une discipline budgétaire rarement atteinte sur le continent. On parle ici d'une discipline qui rappelle la reconstruction allemande après la Seconde Guerre mondiale, où chaque Deutsche Mark était comptée, contrôlée et investie dans la renaissance collective. Chaque franc mobilisé portait une promesse, aucun sacrifice ne serait vain. Tout devait être investi dans la terre burkinabé, que ce soit pour les routes, l'énergie ou les infrastructures. Mais cette discipline, aussi vertueuse soit-elle, s'est traduite par une austérité tangible. Les Burkinabés ont accepté des restrictions, serrant les dents pour bâtir un avenir où la richesse resterait entre les mains de leurs enfants. Certains quartiers ont vu l'éclairage public réduit. De nombreux fonctionnaires ont accepté des retards de salaire et l'importation de produits de luxe a été limitée pour privilégier les biens essentiels. Le choix de la dette intérieure a transformé le lien entre l'État et son peuple. Désormais, le destin national est lié à celui de chaque investisseur local. Un seul faux pas, une dérive budgétaire, et ce sont des millions de vies qui pourraient basculer. Cette solidarité exige une vigilance constante. On retrouve ici l'esprit du New Deal américain, où l'État et la population formaient un pacte pour sortir ensemble de la crise. La gestion de l'or, ressource clé du pays, a aussi changé de nature.
Ce métal précieux n'est plus extrait uniquement pour d'autres. Il devient le socle de la souveraineté burkinabé, garantissant la monnaie nationale et sécurisant l'épargne citoyenne. Le gouvernement a mis en place un système de traçabilité, de sorte que chaque lingot extrait soit enregistré, certifié et utilisé au service du développement local. Des programmes de formation pour les mineurs artisanaux ont été lancés, afin d'améliorer les conditions de travail et d'accroître la valeur ajoutée locale. Pourtant, l'autonomie a son revers. Sans appui extérieur, chaque crise, chaque sécheresse, chaque tension interne teste la résilience de la société. La moindre faiblesse dans la gestion ou la confiance pourrait précipiter un retour brutal à la dépendance, encore plus douloureux qu'avant. L'histoire de la Grèce en 2010, contrainte de retourner sous la coupe du FMA après avoir voulu s'affranchir des règles budgétaires européennes, montre que le chemin de l'autonomie est semé d'embûches. Mais si le Burkina Faso tient, il prouve que la première richesse d'une nation n'est ni son sous-sol, ni l'aide étrangère, mais la confiance et l'investissement de ses propres enfants. Voilà le message pour l'Afrique. Se réapproprier son avenir commence par la responsabilité collective, la discipline et la foi en ses ressources. L'exemple du Brésil, qui a su bâtir une industrie agroalimentaire mondiale en investissant dans ses propres chercheurs, illustre bien cette dynamique. Le risque demeure, car le monde observe. Si la discipline faiblit ou si les pressions extérieures s'intensifient, la souveraineté conquise pourrait s'éroder rapidement. Le pari du Burkina Faso tient sur un fil, face aux regards qui attendent la moindre faille. Mais à chaque difficulté, de nouveaux réseaux de solidarité se sont créés. Associations de quartiers, plateformes numériques d'entraide, coopératives d'achat de matières premières. Mais dans les rues de Ouagadougou, l'espoir est palpable, et la population sait que chaque effort compte. L'histoire du Burkina Faso, désormais, ne se joue plus seulement dans les livres de contes. Elle s'écrit dans les écoles rénovées, les dispensaires alimentés en énergie solaire, les marchés où se croisent paysans et start-upers, les quartiers où l'on rêve à voix haute d'un futur différent. L'avenir appartient à ceux qui osent y croire. Au Burkina Faso, cette croyance n'est plus une formule vide, mais une force qui façonne la réalité, pas à pas. Ce pays, longtemps catalogué comme prisonnier de la dette et de l'assistance étrangère, vient de tourner une page, refermant la chronique d'une dépendance subie, pour ouvrir celle d'une audace fragile, mais conquérante. Comme le disait Nelson Mandela, « Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce que ce soit fait. » En 2024, près de 5 milliards de dollars de dette intérieure ont été remboursés. Ce succès ne doit rien aux bailleurs occidentaux. Il incarne la preuve éclatante qu'une souveraineté économique, même sous sanctions, même dans l'isolement, n'est pas une chimère pour l'Afrique. Le Burkina Faso en a fait la démonstration. À force de discipline, de sacrifice et de confiance, il est possible de briser le cycle de la tutelle étrangère qui, trop longtemps, a muselé l'espérance. Le monde entier a pu observer la cérémonie au palais présidentiel, retransmise en direct, où chaque ministre a signé un engagement de transparence devant les caméras. Mais ce moment de bascule s'accompagne d'un vertige. Ce modèle, né dans l'épreuve et la fraternité, pourra-t-il inspirer d'autres peuples, ou bien s'effacera-t-il sous la pression du retour à l'ordre ancien? L'enjeu dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Il s'agit pour tout un continent de se réapproprier la maîtrise de son destin économique, de prouver que la réussite sans supervision occidentale est plus qu'un rêve. C'est une route ardue, exigeante, où chaque choix compte. Comme lors de la Révolution verte menée en Asie dans les années 60, un succès peut donner naissance à un modèle, mais chaque revers peut tout remettre en cause. Pourtant, les périls sont immenses. Si la tension intérieure monte, si la lassitude s'installe, la tentation d'un retour à l'aide extérieure pourrait réapparaître, insidieuse. Le prix de l'autonomie se paie chaque jour en sueur, en renoncement, en doute. Le silence prudent des grandes puissances n'est pas de l'indifférence. Il est l'attente d'un faux pas, le pari d'un retour à la norme. Rien n'est jamais acquis. Tout peut basculer en un instant. On se souvient de l'Argentine, qui, après avoir défié les créanciers internationaux, dut faire marche arrière face à l'effondrement économique. Alors,
Comment agir? Faut-il amplifier ce récit ou laisser le silence l'emporter jusqu'à l'effacement? La vérité, c'est que chaque voix, chaque regard qui croit en la possibilité d'un autre futur africain peut faire la différence. La transformation du Burkina Faso n'est pas l'œuvre d'un seul homme, ni même d'un seul peuple. Elle est le fruit de 1000 choix de dignité, de 1000 actes de confiance, de 1000 refus de la facilité. Si ce modèle a germé ici, il peut fleurir ailleurs, à condition de ne pas détourner les yeux au premier moment de doute. L'avenir reste à écrire. Ce qui naît aujourd'hui au Burkina Faso n'est qu'un signal, une première page d'un récit où tout redevient possible, même là où l'on croyait que tout était perdu. La dignité retrouvée n'est pas un don tombé du ciel, mais une conquête arrachée à l'adversité. À nous, désormais, d'en décider l'écho. S'amplifiera-t-elle ou disparaîtra-t-elle dans le silence de l'oubli? C'est maintenant, plus que jamais, que chaque pas, chaque choix, chaque solidarité compte. La révolution burkinabé n'est pas terminée. Elle ne fait que